Bonjour, nous recevons Jean-Hervé Lorenzi, qui est président du Cercle des économistes, un think tank qui n'est pas vraiment libéral, mais plutôt d'inspiration social-démocrate, Jean-Hervé. Oui, enfin, qui est plus exactement très ouvert sur toutes les sensibilités. Et donc, c'est notre principe dès le départ, c'était d'avoir des sensibilités qui couvrent à peu près tout le champ de la réflexion, sauf les champs extrêmes. Et encore, j'ai le souvenir d'un de mes camarades qui a depuis quitté le cercle, mais qui n'était pas un centriste. Alors, vous organisez tous les ans les rencontres d'Aix-en-Provence, malheureusement, où il y a plusieurs milliers de participants et des invités de très haut vol. Malheureusement, ça ne sera pas possible cette année. Mais alors, vous innovez, c'est-à-dire qu'avec l'appui de Radio France, vous allez pouvoir diffuser une partie de vos interventions et de vos colloques en streaming, et avec une diffusion également sur le numérique pour le grand public, finalement. Alors, l'idée, c'est que toutes les sessions du vendredi 14h jusqu'au dimanche 14h seront toutes diffusées en streaming, et à travers à la fois notre propre site et évidemment tout ce que Radio France apporte, avec, juste pour qu'on ait quelques chiffres, 300 intervenants, dont 100 étrangers. Quelques exemples? On aura le président du Sénégal, la directrice générale du Fonds monétaire international, etc., etc. Il y a beaucoup de ministres de l'économie et des finances d'un très grand nombre de pays, 30 pays. Et en France, j'allais dire, la description de la société française, ou la traduction de la société française la plus large, puisque ça couvrira les secrétaires généraux des 3 principaux syndicats, à l'exception de la CGT, donc FO, FSU et CFDT. Il y aura des hommes et des femmes politiques de gauche comme de droite, allant de Valérie Rabault jusqu'à Valérie Pécresse. Donc vous voyez, ça, c'est la mi-juillet. C'est le 3, 4, 5 juillet, et c'est en streaming généralisé, donc il y aura, de mon point de vue, des milliers d'auditeurs. Jean-Hervé, on dit que les Français ne comprennent rien à l'économie. Est-ce que vous avez l'impression parfois de ramer et de remplir à la petite cuillère l'océan? Pas du tout. Ça me paraît toujours aussi curieux que, vous savez, cette formule, les Français qui ont le sentiment d'être en enfer, ils vivent dans un paradis, ils ont le sentiment d'être en enfer. Il y a cette espèce de vision, on ne devient pas ce qu'on était lorsque j'étais plus jeune, la 4e puissance du monde, avec des gens qui ne comprennent rien à l'économie. Donc c'est une espèce de baratin. Reçue. Oui, une idée reçue, et permettez-moi, j'insiste, baratin à la française, assez largement véhiculée par les élites qui ne sont pas des élites pour rien, puisqu'une élite, ça se compare aux autres, et donc les autres ne comprennent rien, donc eux comprennent mieux. Alors, on va quand même vivre des moments difficiles avec un PIB qui, au minimum, va perdre 8% sur l'année, menace quand même une grave crise économique et donc sociale à la rentrée avec l'explosion du chômage. Vous n'êtes pas très optimiste? Non, je suis, alors sur les faits, convaincu qu'on mettra un minimum de 2 ans pour rétablir la situation, que les mois qui viennent vont être très perturbés par la montée du chômage, d'abord des entreprises qui sont tombées en faillite, et puis après de l'arrivée des jeunes qui ne rentreront pas dans les cycles traditionnels de l'apprentissage, de tout ce qu'on peut imaginer de rentrer sur le marché du travail. Donc on va vivre une période très difficile. Il faut être très rigoureux, très imaginatif, et bien séparer les séquences. Il y a eu une séquence que nous venons de vivre qui a été très bien menée, qui a été la séquence « Je protège le système économique dans sa globalité », avec le chômage partiel, les prêts garantis, etc. Il va y avoir maintenant la période la plus difficile, qui est celle des 4-5 mois qui viennent. Comment on essaie de faire qu'on a plutôt 500 000 chômeurs de plus qu'1 million. Et puis il y a la 3e phase qui est quelle est la reconquête ou le redémarrage. Pour ça signifie d'ailleurs autant de politique que d'économie. Il faut remobiliser les Français. Et donc ça va être des parties très très difficiles. Vous ne craignez pas la soviétisation rampante de l'économie française? On dit maintenant, on parle du Gosplan, comme dans la grande époque de l'URSS.
On dit aussi que quand les dépenses publiques dépassent un certain seuil, et là l'endettement va passer de 100 à 120% du PIB, on est quand même sur une pente très dangereuse. Alors, on les prend tous les risques que vous venez d'évoquer, qui sont faits dans la nuance, noterez, on les prend les uns après les autres. La dette, c'est une sorte de rengaine qui est que la dette pose problème en comparaison des autres. C'est-à-dire quand vous êtes à 200% et que les autres sont à 50%, évidemment, vous avez un problème majeur de la capacité de vous endetter et donc les taux d'intérêt qui vous sont accordés, parce que les gens préfèrent mettre un pays qui est peu endetté, un pays qui l'est. En réalité, tous les pays du monde, y compris notre voisin si admiré, l'Allemagne, vont voir leur taux d'endettement augmenter, et ça n'est qu'un début. Donc, vous avez parlé de 120%, il va semble qu'on ira plus loin. Donc, mais vous ne pensez pas, vous, qu'il y a un décrochage avec l'Allemagne qui devient préoccupant? Non, je ne crois pas. Je ne suis pas du tout convaincu que l'Allemagne est le grand gagnant des... Je le pense bien avant le coronavirus. Je ne pense pas que l'Allemagne est le pays gagnant en Europe pour les 10 années qui viennent, pour des raisons de démographie qui sont évidentes. Les pays, plus âgés ne sont pas les pays les plus dynamiques. Et puis la structure industrielle qui est très concernée, très concentrée sur le commerce extérieur, va évidemment souffrir du fait que, quoi qu'il arrive, c'était bien avant les 3 derniers mois, le commerce mondial baisse. Bon. Donc, endettement, pas de drame. Soviétisation, si seulement, j'allais dire par plaisanterie, il y a des secteurs qui vont être aidés, bien entendu, l'automobile, l'aéronautique, le tourisme, mais ça, c'est ce que vont faire tous les pays du monde. Et donc, pas de problème, il faut bien le faire. Et quant au Gosplan, honnêtement, je n'y crois pas. C'est une époque révolue. Mais alors, bon, vous n'êtes pas si pessimiste que ça. Je voudrais quand même vous soumettre les propositions de vos amis, les GRAC, là, qui sont comme vous des sociodémocrates bon teint, et un groupe de hauts fonctionnaires nés en 2007 pour essayer de freiner les délires de Ségolène Royal. Et finalement, eux font des propositions concrètes en disant il faut éviter une relance généralisée. Prime de conversion à l'automobile, prime à l'embauche, 6 mois de solde, un chèque déconfinement. Tout ça, ça vous paraît des bonnes mesures? Oui. Ce qui m'amuse, c'est qu'ils disent qu'il ne faut pas un programme général, parce que prime à l'emploi, ça me paraît général. Prime pour l'automobile, je reconnais qu'il va falloir filer un gros coup de main. Prime de reconversion, ils ne vont pas choisir entreprise par entreprise. Donc, c'est tout du gras qui est à la fois intelligent et parfois un peu rapide. Mais c'est normal. Ce sont des hauts fonctionnaires très brillants, donc ils sont restés hauts fonctionnaires. Ce sont évidemment des mesures générales. Je crois qu'il faut bien gérer les sujets les uns par rapport aux autres. Il y a des secteurs qui sont des secteurs sinistrés, qui vont l'être. L'aéronautique, pour des raisons évidentes, l'automobile, parce que la consommation de biens durables sera moins forte qu'on l'imagine. Premier sujet. Et donc, cela, il faut les aider, parce que sinon, c'est la catastrophe absolue dans ces domaines. Pour vous dire, la filière automobile en France, c'est 1 million de personnes. Je veux bien qu'on ne les traite pas, mais je ne veux pas avoir 1 million de chômeurs de plus. Deuxième sujet, il y a le fait que, on l'a dit, le chômage va augmenter de manière très forte. Il faut donc des primes à l'embauche. Sur ce point-là, les GRAC, comme sur d'autres, ont raison. Mais c'est évidemment général. Ça ne va pas être spécialisé uniquement dans les environs de Brest, par exemple. Troisième sujet, il faut être très attentif au fait que le chômage va pousser en réalité l'incertitude, donc la peur des consommateurs, de nous tous, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle une épargne de précaution. L'épargne de précaution, ce n'est pas bon pour la consommation. Donc il faut par tous les moyens stimuler la consommation. C'est un peu ce qui a été fait quand on a rehaussé le niveau des chèques restaurants. Je sais bien que pour vous, l'endettement n'est pas un problème, mais ils ont l'air de dire que ça ne coûterait pas si cher, leurs mesures. Ils évaluent ça à 1 point de PIB. Ça vous paraît crédible? De ce qui a été lancé dans les 2 derniers mois, les 10 à 15%, il y a un gros tiers qui est remonté au niveau de la Banque Centrale Européenne, et que c'est le rôle des banques centrales, ça c'est première année de sciences économiques, c'est le rôle des banques centrales de créer de la monnaie. Donc ceci, d'une certaine manière, ne posera pas de problème. Le reste,
c'est plutôt ce qui va arriver en endettement complémentaire. Il y a l'endettement de ce que proposent les GRAC multiplié par 3 ou 4, et puis il y a l'endettement du plan de relance. Il va bien falloir à un moment relancer la mécanique. Et ça nous fera, vous avez tout à l'heure cité le chiffre de 120, tout ça va nous coûter peut-être 250, 300 milliards d'endettement supplémentaire. Ça fera donc une somme non négligeable et vous verrez qu'on atteindra... Moins que Nicolas Sarkozy en 2008 avec la crise financière. On avait évalué le coût de cette relance à 600 milliards. Mais il n'avait pas eu surtout le soutien massif de la Banque Centrale Européenne. Il faut bien comprendre que la Banque C'est moins grave que 2008, là, et l'idée d'une crise financière semble écartée. En tout cas, c'est ce qu'affirmait Christian de Boissieu dans nos colonnes la semaine dernière. Oui, c'est écarté parce que c'est très régulé. C'est pas ça le risque. Là. Le risque aujourd'hui, c'est un risque d'économie réelle. C'est l'économie qui s'effondre parce que les restaurants n'ouvrent pas, parce que l'hôtellerie n'existe plus, parce que le tourisme, c'est-à-dire 10% du PIB français disparaît. C'est ça le vrai sujet. Et dedans, il y a des atouts. C'est beaucoup plus grave en termes d'ampleur que la crise de 2008-2009, mais c'est à la fois peut-être, j'allais dire, avec quelques atouts complémentaires qui sont notamment le rôle des banques centrales qui est aujourd'hui beaucoup plus, j'allais dire, positif qu'il l'était en 2008-2009. C'est bien de donner 8 milliards d'euros à Air France en contrepartie au moment où British Airways va évidemment licencier. Ben, ils vont licencier quoi qu'il arrive. Même leurs 8 milliards ne suffiront pas à maintenir l'ensemble de leurs salariés. Ça va, permettez-moi juste ce trait un peu d'un homme qui a dépassé un certain âge, ça va peut-être calmer les pilotes et les stewards sur leurs augmentations de rémunération. Donc il y a dans toute chose, malheur est bon. À chaque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'il faut le faire? Bien sûr que oui, on n'a pas le choix. En réalité, toute la partie des 3 mois qui se sont écoulés sont j'allais dire, des réponses à des urgences, comme si vous avez un problème majeur de santé, et à ce moment-là, vous essayez de répondre l'un après l'autre. La vraie difficulté, elle commence maintenant. Ce n'est pas les 8 milliards ni les 50 milliards qu'on a dépensés dans les 3 derniers mois ou les 2 derniers mois et demi. C'est comment est-ce qu'on va gérer la montée du chômage massif, comment on va gérer des milliers de faillites d'entreprises, comment on va gérer, j'allais dire, l'ambiance générale du pays. Eh ben, on vous réinvitera pour nous en parler à ce moment-là. Merci Jean-Hervé Lorenzi de ces explications très éclairantes. Et on se retrouve demain avec un nouvel invité qui sera le maire de Quimper, Ludovic Jolivet. À très vite sur TBO et TB Sud.